Donc, c'est au cours de ce deuxième stage de terrain, des stages très courts, hein, c'est 2 mois l'été. Deuxième stage de terrain commence à se dessiner pour moi ce qui sera une dimension assez permanente de ma recherche de terrain et de l'anthropologie pour moi. C'est ce que j'ai appelé par la suite l'anthropologie impliquée. D'ailleurs, c'est chez mon collègue Paul Charest que j'ai vu pour la première fois le mot. Et il m'a séduit. Je lui ai demandé est-ce que je peux l'utiliser. Il dit bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette anthropologie impliquée? Eh bien, pour moi, ça se manifeste d'abord parce que je suis chez Garifuna. Ils sont bien contents de répondre à mes questions. Mais les Garifuna et le docteur Lacayo disent nous, ici, on a un autre problème. C'est de sortir de la misère. Les gens, tu vois, les hommes sont obligés d'émigrer parce qu'ici, il n'y a pas de boulot. Ici, pour produire la bouffe, le manioc, les bananiers, ça va, on a toute la bouffe. La mer est là, on pêche. Mais pour des sous, pour envoyer les enfants à l'école, pour acheter des vêtements, on n'a rien. De sorte que les hommes partent en général entre 18 et 40 ans. Ils s'en vont travailler d'abord, ils travaillaient pour la United Fruit, dans les plantations bananières. Maintenant, ils travaillent comme marins sur la Great White Fleet. Maintenant, ils travaillent aux États-Unis, immigrés. Tout ça pour faire vivre le village. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer ces villages pour que les gens puissent rester ici? Alors, ils ont déjà un plan de... J'arrive dans un village, il y a déjà un patronato pro desarrollo, un regroupement pour le développement. Le développement, dit-il, va se faire par l'agriculture, mais il faut développer l'agriculture. Donc, on fera une agriculture... on plante d'abord des céréales, on plante... à un moment donné, on dit on va semer du riz, puisque le riz, tous les Honduriens en consomment, mais on l'importe d'ailleurs parce que la zone propice, c'est seulement la côte ici. Alors, je me retrouve progressivement impliqué dans des organisations coopératives qui ont pour but le développement. Organisations autochtones, nées sur place. Et ce que je réalise en même temps, c'est que ces organisations-là sont beaucoup plus que de simples organisations économiques. Pour les Autochtones, c'est une manière de se regrouper et de faire valoir leur identité, de montrer qu'ils ne sont pas seulement, on dira, ceux qui sont en dessous des autres, mais ceux qui sont capables de faire quelque chose. Et ça, j'en aurai la preuve plus évidente ensuite à Bataille. Mais déjà, le fait d'avoir réussi à défricher un grand pan de forêt, d'avoir semé du grand, et planté des bananiers, et d'avoir réussi à s'organiser, c'est quelque chose qui leur permet de faire face aux commerçants mestizos et de leur dire, vous savez, on est capable de faire des choses aussi. Ah, c'est une bande de sorciers. C'est une bande de sorciers et de voleurs, me disaient les commerçants mestizos. Voleurs, moi, ils m'ont jamais rien appris, bon, sauf un couteau de chasse, mais j'étais déjà sur mon départ. Sorciers, non, ils avaient bien sûr des pratiques de connaissance des herbes et des pratiques rituelles assez développées aussi, mais ils m'ont jamais jeté, que je sache, de mauvais sort. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on voit toujours les inférieurs, ils ont tous les défauts. Et en plus, paresseux, disait-il. Bon, pour ce côté-là, la présence de mon épouse dans ce deuxième terrain était importante. Mais d'abord, terminons avec cette anthropologie appliquée. Alors, les gens nous faisaient des demandes, des requêtes. On aimerait que pour nous tu fasses, on aimerait que tu rédiges une lettre, on aimerait que tu, par exemple, que tu nous dises comment on fait la comptabilité d'une coopérative. Ben moi, j'ai simplement montré à faire un tableau à double entrée, les dépenses et les gains, et voilà, comme ça, et on ne doit pas s'endetter plus que l'argent qu'on va avoir. Et donc, des trucs très simples comme ça, mais en tout cas surtout à batailler ensuite que le ferai. Mais déjà, dès ce moment-là, dès Limón, mon premier terrain, c'est dans le gros village de Limón, je suis en quelque sorte happé par cette idée que je ne rencontre pas de joyeux sauvages dans leur île, fermez les guillemets, mais plutôt des gens qui vivent, qui se sentent intégrés à une société beaucoup plus vaste. Une société dans laquelle ils occupent, sinon le dernier échelon, presque, et dans laquelle ils sont intéressés à progresser. Et progresser, pour eux, la modernité, ça veut dire des cliniques, l'électricité si possible, la route si possible, et en même temps un niveau de vie meilleur que celui qu'on a maintenant. Et ça, à la fois comme ethnologue de l'époque, je cherche la culture traditionnelle, mais à la fois ceux qui habitent cette culture traditionnelle sont intéressés à me la livrer, à m'en livrer des ponts si ça me tente. Et les vieux, avec un grand enthousiasme, pour voir, voyez-vous, l'étranger, lui, ça l'intéresse, les histoires que je raconte. Vous, les jeunes, vous en foutez, mais lui, l'étranger qui vient, avec son magnétophone UR, là, il est en train de tout enregistrer ce que je raconte. Hein? Puis il enregistre nos chants et nos danses, alors que vous voulez seulement la cumbia. Dans vos danses, vous faites seulement la cumbia, qui à l'époque était bien à mode. Donc, alors il y a cette contradiction du terrain,
Et je ne fais pas mon choix entre les deux. Je ne deviens pas un apôtre à outrance de la modernité. Je crois à la valeur de leur culture. Et il y a quelque chose qui me vient en même temps dans l'esprit. Cette culture traditionnelle est et peut être une dimension importante d'une organisation autochtone. Bien sûr, ils ne prendront pas tous ces aspects. Et c'est là que la présence d'Elena est indispensable, pour moi, est indispensable pour me permettre de saisir certaines choses. Elena fait tout de suite le contact avec les femmes autochtones. À Limon, elle organise, avec une autre copine québécoise qui était venue, ils organisent une garderie. Ce sera ensuite sa vocation. Pendant 27 ans, Elena fondera une garderie populaire et animera la garderie Frisson de Colline. Elle fonde une garderie parce que les femmes garifona vont travailler au champ avec les maris, pendant que les maris sont à la pêche, et les enfants sont laissés souvent à eux-mêmes. Mais ça ne se peut pas, des enfants de 3 ou 4 ans qui se courent avec un machette dans le village. Donc, elle fonde une garderie. Elle a 90 enfants dès la 2e journée. Donc, heureusement, 3 jeunes garifonas viennent travailler avec elle, et ma foi, elle se débrouille bien. Alors, elle fonde cette garderie, et elle se met à causer avec les femmes. Bien sûr, elle parle couramment espagnol. Les femmes garifonas de Limon sont assez bilingues. Et là, elle me vient me dire, écoute, ton petit paradis terrestre, là, laisse-moi te raconter l'autre volet. Les hommes, là, tes copains, ils foutent pas grand-chose. C'est les femmes qui font le travail ici. Tu sais ce qu'elles disent, les femmes des hommes? Ils sont comme les chevaux, ils se promènent dans le village. Ils ont juste le bon pour se promener, mais pour le travail, c'est nous qui le faisons. Alors, je me pose des questions là-dessus à mon vieux conseiller et ami, le vieux Nicolas Molina. On a souvent comme ça un vieil autochtone d'Isère, dont les enfants sont partis et qui aime bien avoir une oreille attentive à toutes ces histoires. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça, le travail ici? Il dit, je vais te donner une donnée. Il avait entendu le mot datos, les données. Note ça. Il dit, chez nous, là, les hommes font 25% du travail. Il met des statistiques, comme Mao Tse-tung. Les hommes font 25% du travail et les femmes 75%. C'est important que tu notes ça dans ton cahier. Donc, il admettait aussi que sous la belle division du travail, les hommes, la mer, les femmes, les champs, c'est aux femmes qui occupent la plus grande partie du travail. Alors donc, Elena dit, en plus, je sais, sais-tu par quoi les hommes les tiennent? Non. Ah, les hommes sont partis longtemps. Leurs femmes restent souvent avec la famille, elles ne prennent pas un autre homme, même s'ils sont partis pendant des années. Mais, ou quand ils s'en vont pour de courts voyages, un mois ou deux. Sais-tu comment ils les tiennent à la fidélité, qu'eux-mêmes ne pratiquent pas du tout? Parce qu'il y a une croyance que le fœtus, si une femme a un rapport sexuel avec un homme, qu'elle est enceinte, le fœtus va cailler dans son sein si elle a des rapports avec un autre homme. Donc, tu peux partir 3-4 mois, plusieurs mois en toute sécurité, puisque ton épouse ne risquera pas de ne plus avoir d'enfants ensuite. S'il y a une chose que les femmes garifona aiment, c'est avoir plusieurs enfants. Parce que comme le confiait une de ces femmes à Elena, elle a des enfants, mais pas trop. Elles en ont seulement 6. 6, oui. Il y en a 2 que peut-être tu ne verras pas grandir. Il y en a un qui va être ivrogne, puis un autre va être paresseux. Non, il va te rester 2 enfants pour s'occuper de toi quand tu seras vieille. Alors, les femmes garifona veulent beaucoup d'enfants parce qu'il y a des pertes d'enclenchement comme ça. Alors, donc, ma femme, tout à coup, m'a ouvert par ses propres contacts à toute une autre dimension de la culture garifona. Le monde féminin, comme c'est souvent le cas de la société traditionnelle, on n'y a pas accès, nous les hommes. C'est pour ça que je disais à mes étudiantes, vous avez une chance que nous ne l'aurons pas. Vous pouvez parler avec les hommes de sujets masculins, en faisant attention à vous, et vous pouvez parler avec les femmes de tout le reste. Et vous avez tout de suite un avoir. Vous apprenez des choses dans 2 mois que moi j'apprends après des années. Mais donc, Elena, pour ça, a été une clé pour la compréhension de cette société garifona. Alors, pour moi, on peut dire que cette expérience de terrain des années 60, après expérience de terrain, ces 2 mois de terrain chez Garifona, ont confirmé ma vocation anthropologique. Je ne voulais plus être quoi que ce soit d'autre après 2 expériences de terrain comme ça. Et en même temps, m'ont amené à cette idée, peut-être une idée un peu fausse, que faire du terrain, c'était très facile. Les gens nous attendaient toujours à bras ouverts. J'ai découvert ensuite que ce n'était pas le cas. Et en même temps, une idée que, ma foi, si les gens ont des revendications, des projets, sur un plan éthique, l'anthropologue peut, et dans mon cas, je disais, moi, je dois voir si je peux faire quelque chose dans ce sens-là. Sans les embarquer dans des projets invraisemblables, mais s'ils ont des projets, ça me tenterait. Alors, là-dessus, donc, je termine, je fais ma maîtrise sur leur ethno-histoire, et je recueille avec ce vieil ami, don Nicolas Molina, je recueille une quantité de récits de fondations de villages, d'histoires de sorcellerie, de querelles. Il remonte jusqu'à
certains des récits remontent jusqu'à la déportation. Avant même la déportation, les mythes d'origine, on les ramasse avec les anciens sous forme de bribes. Ce pas des récits comme on en a dans Dieu d'eau de Marcel Griault, mais on a quand même des bribes de mythes d'origine qui sont directement liés aux mythes d'origine des Indiens d'Amazonie, de l'Orénoque. L'origine du manioc, l'origine de la technologie, mêlée avec des récits d'origine africaine. Donc, c'est une culture d'une richesse extraordinaire, fortement hybridée, après, bien sûr, des siècles de contact avec les Européens, mais avec les Noirs aussi, qu'ils ont connus, avec lesquels ils sont mêlés depuis longtemps. Et maintenant, en terminant ma maîtrise, j'ai cette idée, cette constatation que je dois faire. Ma formation anthropologique est encore très lacunaire. Malgré tous les efforts louables et réussis de Marc-Adélard Tremblay, malgré les professeurs français brillants qui viennent pendant 3 semaines et ils s'en retournent ensuite, il y a des tas de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Mais, entre autres, dans cette lecture en solitaire des structures élémentaires de la parenté et entre-temps d'être utopique et de la pensée sauvage, là, il y a des tas de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Il faut donc aller étudier. Au Québec, à ce moment-là, il n'y a pas de doctorat en anthropologie qui vaille la peine, mais il n'y en a pas qui se donne. Alors, je décide d'aller à... Alors, il y a 3 destinations. Les États-Unis, plusieurs universités qui font depuis longtemps un doctorat en anthropologie, Londres ou Paris. Les États-Unis ne nous intéressent pas tellement parce que l'anthropologie culturelle à l'époque nous semble avoir atteint son zénith et est en train de décliner. Donc, bravo Adélard, merci, mais on ne va pas continuer dans cette voie. 2 voies donc Paris ou Londres. La plupart de mes collègues vont à Paris. C'est une place très agréable pour être pendant ses études de doctorat. Et le Paris de l'époque, c'est celui des manifestations, des chansonniers, de tout ça. Je réussirai à y aller 3 mois, hein, glisser un stage à Paris. Mais je choisis Londres. Pourquoi? Parce que je sais que j'aurai un encadrement sérieux. Et c'est ce que j'y ai trouvé. Et quand j'ai un encadrement sérieux, on te donne un tuteur en arrivant. Et ton tuteur, tu le rencontres chaque semaine. Il t'a donné le thème d'un essai la semaine précédente et tu lui apportes un essai dans ta semaine, tout en participant aux autres séminaires au cours. Je me suis donné avec beaucoup de cœur. Et de toute façon, comme je disais à Léna, on n'avait presque pas d'argent pour sortir. Alors, aller prendre une bière au pub à 2 shillings, c'était à peu près ce qu'on pouvait se payer. Donc, le Soho et tout ça, on le traversait à pied, mais on n'entrait dans aucune des boîtes de spectacle. Donc, ça favorise l'étude. Ça, le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent. Alors, Hélène apprenait la littérature anglaise et moi, j'apprenais l'anthropologie. Et donc, alors, on s'en va. Et je me suis donné avec cœur. Au début, ils m'ont admis dans un Academic Postgraduate Diploma in Anthropology, qui est à peu près rien. Une sorte de diplôme qu'on donnait à des fonctionnaires qui venaient de l'Inde ou d'Afrique. Mais j'ai dit, écoutez, moi, je veux faire mieux que ça. Là. Puis, de toute façon, j'avais fait mes preuves au séminaire. Mon tuteur, il m'a ensuite admis en maîtrise. Et après une première année, j'ai demandé mon transfert au doctorat. Ils ont dit, oui, d'accord, tout ça vous sera compté comme scolarité de doctorat. Donc, ils m'ont mis à l'épreuve. Ils disent, vous êtes le premier qui arrive de là. On ne sait pas ce que ça... L'université Laval, pour eux, c'est l'université de Tombouctou. Hein. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle pouvait être. Donc, alors, j'ai fait... je pense que j'ai passé l'épreuve. Alors, orientation... j'avais décidé de choisir l'anthropologie économique. Malgré les dictons déjà connus, l'économie est la discipline la plus terne qui soit, et l'anthropologie économique en est la branche la plus stupide. Donc ça courait Et j'ai décidé de prendre cette branche parce que je voulais répondre à des questions qui m'avaient été posées, que m'étais posées en Honduras. La question était pourquoi les Garifuna ne produisent-ils pas plus de nourriture? Pourquoi sont-ils toujours juste au niveau de la consommation? Après tout, la forêt, ils n'ont qu'à la couper, elle est là. Les hommes et les femmes travaillent au champ. Ils sont capables d'un gros effort agricole quand ils veulent, comme pour cultiver le champ de la coopérative. Pourquoi il n'y a pas plus de production? Et en même temps, j'avais été face à une économie fondée sur le don. Une économie où les biens et les services circulaient de façon qui me semblait moi, inextricable. J'en suis arrivé à démener les chevaux ensuite dans les villages garifuna. Et même s'il était articulo-capitaliste, même si ces gens-là avaient travaillé à $1 par jour pour la United Fruit, et où ils comptaient bien la paye, et ces gens-là, tout à coup, quand ils arrivaient au village, fonctionnaient sur une toute autre logique. Alors, je voulais casser un peu ce noyau dur de la société californienne qui était, pour moi, leur comportement économique particulier. Alors, je décide de faire ma thèse là-dessus. C'est accepté, on n'est pas beaucoup. M. Firth est très content que quelqu'un... Raymond Firth, l'anthropologue économiste néo-zélandais, naturalisé britannique, c'est le pape de la London School. Il dit que c'est très intéressant comme projet. Il y a très peu de gens aujourd'hui. Très peu de jeunes gens s'intéressent à la question. Et donc, il me souhaite bonne chance.
Et donc, alors je pars pour l'Honduras. Entre-temps, il y a un coup d'État qui se confirme au Honduras, il avait éclaté l'année précédente, et donc c'est la chasse aux communistes. Mon ami Alfonso Lacayo, qui avait rien de communisme, mais qui étant lié à l'ancien régime libéral, est associé aux communistes. Alors, il est en exil intérieur, il a été envoyé dans le sud du pays, et il m'écrit une lettre en disant « Pierre, tu me dis que tu vas revenir. Je viens d'aider à fonder une coopérative de riziculteurs à Bataya, 60 km à l'est de Limón, village que j'avais visité d'ailleurs pour recueillir des données sur l'ethnohistoire. Pour être sûr de donner un coup de main aux gens de la coopérative, ils n'ont aucune connaissance, ni des chiffres, ni de rien tel. Ils ont la paperasse à remplir, et sinon, ils vont se faire rouler quand ils vont vendre le riz. Alors, je me pointe, moi, à 25 ans, avec Elena, dans un village, Garifuna, un petit village. Limón était un gros village de 2 ou 3 000 habitants, population flottante, il y en venait des villes. Et Bataya est un petit village de 70 maisons, où on a fondé cette coopérative de producteurs de riz, qui groupe à peu près tout le monde du village, à part le commerçant, à part les 2 commerçants. Tout le monde est dans la coopérative. Et je me retrouve avec Elena, et avec à la fois un terrain à faire sur l'anthropologie économique, et d'autre part, une réunion le lendemain de mon débarquement. Alors, je dois dire, avant de partir pour Bataya, sur le quai de la Ceiba, je vois quelqu'un qui vient dire, un vieux missionnaire espagnol, vient dire adieu à un autre missionnaire, un jeune missionnaire espagnol qui va pour un autre village garifuna. Et le vieux missionnaire, voyant 2 jeunes comme ça, « Qui êtes-vous? » Elena, vous êtes espagnol? Elena, qu'est-ce que vous allez faire? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, moi, je vais faire ma thèse sur l'anthropología económica los garifuna. Il éclate de rire, dit, bon que no trabajan, mais seulement qu'ils ne travaillent pas. Pour ce fils de paysan des Pyrénées, dont les parents avaient bêché avec acharnement le lopin de terre pendant des générations. Vraiment, cette économie de production de manioc et de bananiers à l'ombre des cocotiers, c'était pas de l'économie. Elle est faite à recherche, elle écrit qu'ils ne travaillent pas. Bien sûr, alors je suis plus... J'ai toujours gardé cette idée en tête. Perception de l'étranger, les Garifuna ne travaillent pas. Et pourtant, la nourriture circule en masse dans les villages Garifuna. Il doit y avoir un secret, à part le fait que les femmes, elles, travaillent beaucoup. Il ne faut pas oublier ça. Alors, je me retrouve à Bataya, et le lendemain de notre débarquement, encore à peine remis du mal de mer de 3 jours de goélette, parce qu'il n'y a pas de route pour aller à Bataya. Donc, on prend la goélette, et devant tous les villages, on débarque des marchandises, et on embarque la copra. La copra qui pue le diable. Toute la cale est remplie de copra, donc c'est une odeur épouvantable. Si vous êtes un peu sensible au mal de mer, comme l'était Elena, donc l'odeur de copra, ça ne fait rien pour aider. On finit par débarquer à Bataya. Et là, réunion de la coopérative, réunion d'urgence, Pierre, je ne connais pas encore toutes ces têtes nouvelles. Moi, j'étais habitué à tous mes gens de Limón, tous les batailleños qui sont là, des hommes et des femmes. Et on dit, Pierre, on a fait un champ. On a 12 hectares de rizière. En fait, une fois mesuré, ils en avaient 8. On a 12 hectares de rizière. Le riz est très beau. On ira demain matin, tu verras. Mais on a un problème. Il faut cercler la rizière et ensuite la récolter. Et là, on a une querelle. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent de la récolte? Tu sais que Echenique, le marchand mestizo, nous dit, écoutez un peu, je vous achète votre rizière sur pied, je vous embauche pour faire la récolte. Il savait qu'il avait 6 années dans la coopérative. Certains pensent que les dirigeants de la coopérative vont tout garder dans leur poche. Wow, mais je dis, mais vous avez tous travaillé. Mais dis-moi, on a même noté dans un cahier d'école toutes les journées fournies par chacun. Alors, en discutant, on dit, mais alors, on va donner à chacun son salaire pour la journée. C'est quoi le salaire? $1 par jour. Merde, c'est plus que le salaire minimum du Honduras. Les Garifuna avaient 25 cents de plus par jour quand ils travaillaient dans les champs. Ils se donnaient eux-mêmes 25 cents de plus. Et bon, on va rétribuer tout le monde. Et les femmes, dit tout à coup une femme Garifuna, parce que les femmes Garifuna, on leur fait en parler. Elles étaient venues à l'Assemblée. Les femmes, pourquoi à nous, on ne nous donne que 50 centavos? Aïe! Le quart de la paye des hommes. Elena, qui était là, me regarde avec de grands yeux. Et un homme dit, oui, mais c'est que nos femmes, quand arrive 1h de l'après-midi, là, elles deviennent bien placoteuses et bien bûcheronnes aussi. C'est que les femmes Garifuna avaient comme tâche d'aller préparer le repas à la maison. Elles se mettaient à couper du bois dans les abatis. Les champs, c'est en même temps la provision de bois de feu. Elles repartaient pour la maison. Et c'est vrai qu'elles causaient beaucoup en travaillant. Les hommes étaient habitués à travailler pour la United Fruit. Ils faisaient leurs tâches rapidement en se contrastant sur le travail. Les femmes... Alors, on opte pour une formule intermédiaire. Écoute, tout le monde va gagner de $1 par jour, mais au lieu de payer à la journée, on va payer à la tâche. 25 mètres par 25 mètres carrés. C'était la tâche dans United Fruit.
Et les femmes ont dit, ben nous, on va prendre tout un ensemble de tâches comme ça, prenons-en 8, on est 15, on les fait. Et vous, on se partagera les 8 tâches. Donc ça leur faisait rien. Mais alors pas à 50 cents par jour, bien sûr, ça leur faisait pas mal plus. Donc tout à coup, on est pris avec la problématique de genre qui apparaît. Et les femmes profitent de la première réunion, et c'est une première victoire. Elles en profitent pour dire, à part ça, là, pour les hommes qui sont ici présents, là, vos porcs, il faudra les enfermer. Ils sont en train de dévaster nos jardins de manioc. Non, écoute un peu, comment veux-tu qu'on les enferme? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Vous leur apporterez de vos champs, mais ils en ont marre de se faire dévaster les jardins. Parce que les femmes avaient construit des jardins de manioc assez près du village, et les porcs errants, bien sûr, allaient faire là, ils allaient ramasser. Le porc étant un animal qui peut manger le manioc cru. Ah oui, les Garifuna font le manioc amer. Il contient une bonne dose d'acide cyanhydrique, mais quand il est encore dans la racine, le porc peut manger ça. Le porc et le pécari ont la capacité de manger la racine. Les Garifuna eux-mêmes râpent ces racines sur des grandes râpes de pierre. Je pourrais vous montrer d'autres objets tantôt, sur les grandes râpes de pierre. Les grandes râpes où il y a des cristaux de quartz insérés, et ils en font la pâte qui s'exprime ensuite pour retirer le jus de la... disons, le jus empoisonné de la racine de manioc. Donc les porcs dévastaient les plantations de manioc. Alors les hommes, bon gré mal gré, décident de construire leur porcherie. Mais ensuite, on va vendre le porc au premier marchand qui passe, parce que c'est pas rentable de nourrir les porcs en porcherie comme ça. Le porc est censé se nourrir tout seul. C'est à ce prix-là que les marchands l'achètent, et pas plus cher. Donc, alors je me trouve tout coup impliqué, on s'en va, et je m'en vais ensuite cercler la rizière. Hélène a dit, moi, dans la forêt, j'y vais pas parce qu'il y a des serpents. Et je ne crois pas vraiment aux guérisseurs de serpents qu'il y a dans le village. Hein. Toutes leurs invocations, là, je ne crois pas grand-chose. Ensuite, j'ai découvert au Mexique qu'il y a des herbes contre les piqûres de serpents, assez efficaces, mais les Garifuna ne les connaissaient pas. Donc, quand tu as une piqûre de serpent, en général, elles ne sont pas mortelles en forêt tropicale, parce que les serpents mangent trop souvent. Donc, ils vident leur glande à venin. Contrairement au désert, où ils mangent une fois par mois et ils te donnent tout le concentré. Mais quand même, bien sûr, les enfants sont mortels. Un adulte, il a une sorte de grosse fièvre pendant plusieurs jours et il finit par se remettre sur pied assez difficilement. Donc, je m'en vais en brousse en me fiant, comme les Garifuna, à une larme du bon Dieu, comme il disait souvent, la lagrima de Dios, pour pas me faire piquer. D'ailleurs, un de mes voisins, pendant qu'on sarcle le manioc, dit tout à coup, on était près du bord, il dit « Arrête ». Il coupe une gaule juste à côté, d'un coup de machette. D'un autre coup de machette, les branches. Et chac, il se met à donner sur la tête d'un serpent, il me le sort ensuite. Ça m'agace. Donc, Botrops, c'est pas la famille Botrops, très venimeux, de 1,5 mètre de long, qui était venu se dorer au soleil dans la plantation, dans le chandri, dans la rizière. Donc, c'est vrai que c'est un peu dangereux la brousse, mais quand même, on n'a pas de mauvais incidents, on réussit à sarcler toute la rizière. Et ensuite, ça va être la récolte qui se prépare. Donc, pour l'instant, ça va. Le marchand ne nous aime pas tellement, mais il n'ose pas me refuser le crédit. Parce qu'entre-temps, l'argent de la bourse était complètement dépensé. Et il faut attendre le prochain versement qui viendra au mois d'octobre. Nous sommes au mois d'août. Alors, le commerçant métis, quand même, comme je représente un bon client, accepte de me faire crédit quand je lui parle qu'il y a une bourse qui va vraiment venir. Lui, il imagine que je peux aller là comme ça, sans ressources. Et en même temps, et ça me sert aussi pour ma thèse, Hélène et moi, nous introduisons par nécessité dans tout le réseau de dons et contre-dons des Garifuna. La première qui l'expérimente, c'est Elena. Elena a apporté avec elle une trousse que sa famille d'Espagne, qui sont des pharmaciens, lui avait donnée. Une trousse de premiers soins avec des tas de trucs. Le vermifuge était surtout utile là-dedans, parce que les gens ont des parasites intestinaux terribles. Plus de la teinture d'iode qui nous sert à guérir toutes les coupures, tous les trucs. Mais elle a plusieurs. Et Elena acquiert du jour au lendemain une réputation de guérisseuse. Vous avez une bonne main pour guérir. Les guérisseuses, c'est dans la main que ça se note, ça. Les femmes ont souvent mal au rein parce qu'elles portent des charges de bois sur la tête. Et là, on leur donne quelques massages. Ah, moi, je me sens beaucoup mieux. Et tout à coup, une poule apparaît. Pourquoi vous la mettiez au pot? Personne n'acceptait de nous vendre de poules. On a passé, j'en ai juste 6, si je vous en vends. Mais on nous en donne une comme ça. La poule, on pensait la mettre au pot, mais le lendemain matin, elle nous avait pondu un œuf. Ça a sauvé sa vie. Ils ont partagé l'œuf au déjeuner avec le manioc, les bananes et tout ce qui s'en venait. Et le poisson qui arrivait de temps en temps. Donc, voilà. Alors, on s'intègre dans ce réseau. Et là, on dit, ben écoutez un peu, voulez-vous, on prendrait du manioc, dit-on à la femme qui a fait sa fournée hebdomadaire de grandes galettes de manioc, qui ressemblent grands comme des roues de voiture, 1/4 de pouce d'épaisseur et dur comme du contreplaqué après quelques jours. Il vaut mieux manger frais. Ou alors on le fait tremper dans la soupe chaude de coco. Alors on se procure du manioc, on se procure des bananes,
mais je n'ai pas de quoi te payer. Ben écoute, vous allez aller en ville, vous dites que vous attendez de l'argent. Ben, on s'en reparlera. Alors, on fait comme ça, on nous fait crédit et tout. Et là, on apprend, t'as le crédit pour le poisson, le crédit. Tout ce que je ne pouvais pas acheter quand j'avais de l'argent, on me le donne maintenant en crédit dans ce réseau. Et quand la bourse est arrivée, bien sûr, on dit, bon, on s'en va en ville, alors, de quoi tu aurais besoin? Paire de bottes de caoutchouc, 3 mètres de calicot. On a presque rapporté une goélette chargée, à très bon compte, heureusement, de tous les contre-dons qu'on devait à nos amis californiens. Mais donc, donc, on a fait une mauvaise fortune bon cœur, quoi. Cette pénurie complète où nous étions nous a tout à coup chassés du domaine de l'échange marchand, mais pour nous intégrer, à cause, bien sûr, de mon travail à coopérative et du travail encore bien plus précieux d'Elena comme guérisseuse au village, donc ça nous a intégrés dans le réseau des dons. Et donc, en même temps, on a continué à faire à la fois je faisais mes entrevues. Et les gens, quand est-ce que tu viens me faire l'entrevue, disait quelqu'un qui estimait qu'il avait été mis de côté jusqu'à présent. Moi, je vais y aller prochainement. Et en même temps, de l'entrevue, ils riaient les hommes galifona. Ils disaient, c'est votre femme qui fait le manioc? Oui. Oui, elle rapporte un sac toutes les semaines. Combien de galettes de manioc elle fait avec ça? Ça t'intéresse, ça, toi? Écoute, combien de galettes tu fais? Bon, elle dit qu'elle en fait 10 plus une plus épaisse. Ah bon, vraiment? Et je me souviens d'une gamine qui arrive à la maison une fois que tu es chez nous. Ensuite, elle a étudié, elle est maintenant médecin à Rotterdam. J'ai dit, Hélène, il y a encore une douzaine de fourmis dans le sucrier ce matin. Alors la gamine, Blanca, a dit, alors vous comptez même les fourmis, Don Pedro? L'anthropologie économique, tous azimuts. Parce que s'intéresser au régime de bananes, ça n'a pas d'importance. C'est des choses qu'on produit pour manger, ça n'a pas d'importance. Entre-temps, la victoire de la coopérative, on s'en va vendre le riz, on charge une goélette avec le riz de la coopérative, et on s'en va la vendre en ville. Trac. Premier problème. Le premier commerçant chez qui on va nous dit « J'achète pas de riz de la coopérative. » On avale notre salive. On s'en va chez le deuxième commerçant qui dit « J'achète pas de riz de la coopérative. » On avale encore notre salive parce que les commerçants avaient eu le rapport de leurs intermédiaires, les marchands de village, que la coopérative leur coupait l'herbe sous le pied. Au lieu d'aller livrer à 2 $ du 100 livres de riz, le riz aux marchands, nous, on leur payait 3,50 $ pour ce riz. Donc, les gens avaient vendu le riz, la coopérative a fixé un prix très haut, et les commerçants avaient dû hausser leur prix d'achat pour réussir à acheter un peu de riz. Donc, on ne faisait pas du tout. Là, je découvre tout à coup qu'on a mis une grosse pierre dans leur... Et finalement, Felipe Danilo, un immigré roumain, commerçant, accepte de nous acheter le riz. Pourquoi? Il faut dire de Felipe Danilo que c'est un bonhomme au passé trouble. Il disait il m'a dit qu'il était venu en Honduras quand les nazis avaient envahi son pays, mais les Galifoniens disaient non, sa famille est venue après la guerre. Et c'est lui qui a acheté le riz de la coopérative qu'on taxait par ailleurs de communiste.